Un seul cri arrêta la cuillère d'un milliardaire en plein vol et révéla un secret mortel tapi dans sa propre maison. Dans le monde des milliardaires, le pouvoir et la richesse peuvent presque tout acheter, mais ils n'achètent pas toujours la sécurité. Dans un manoir isolé dominant la ville, Guillaume Vance, l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, s'assit pour ce qui semblait être un déjeuner ordinaire. En quelques secondes, cette illusion vola en éclats. Une fillette de 10 ans, la fille d'une domestique, lança un avertissement qui stoppa sa cuillère en plein air. Ce qu'elle avait vu, caché à la vue de tous, allait dévoiler un complot si froid et calculé qu'il aurait pu se solder par la mort naturelle d'un milliardaire. Ce qui suivit ne fut pas seulement un scandale, mais une bataille pour la vérité, où la loyauté, l'héritage et la survie se heurtèrent. Et tout commença par 4 mots glaçants. Ne mangez pas ça. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous adorons voir jusqu'où voyagent ces récits. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, reprenons. Bonne lecture. La voix d'une petite fille était sur le point de briser un monde bâti sur des secrets. Elle n'était pas censée être là, et certainement pas censée voir. Mais depuis son coin caché, elle voyait tout, et désormais, un choix devait être fait. Le domaine des Vance n'était pas une maison, mais un véritable royaume taillé dans la montagne. Il se dressait, vaste et silencieux, dominant une ville qui, depuis ses fenêtres panoramiques, ressemblait à un jeu de construction miniature. À l'intérieur, le silence était tout aussi majestueux. C'était un silence fait de tapis épais qui étouffèrent les pas, de lourds rideaux de velours qui assourdissaient le monde, et de la distance non dite entre les 2 personnes qui y vivaient. C'était le monde de Guillaume Vance, un homme dont le nom était gravé sur des tours de verre à la Défense et chuchoté dans les conseils d'administration. À 74 ans, il était un titan de l'industrie, un homme qui avait bâti un empire avec ténacité et clairvoyance. Ses gestes étaient désormais lents, mesurés, mais ses yeux gardaient encore l'éclat vif et calculateur qui avait fait sa légende. Son univers était maintenant partagé avec Delphine Moreau, sa fiancée, une femme de 30 ans, sa cadette. Elle était l'incarnation d'une perfection soigneusement composée. Sa beauté était frappante, presque architecturale dans sa précision. De sa coiffure impeccablement arrangée aux semelles rouge sang de ses escarpins qui claquaient doucement sur le marbre, elle se mouvait dans le manoir comme une reine. Sa voix était une mélodie de charme et de grâce. Mais pour le personnel, ses sourires ressemblaient au soleil d'hiver, brillants mais sans chaleur. Il la servait avec une efficacité calculée, le visage soigneusement neutre. Parmi eux se trouvait Agnès Hey, une femme dont la dignité discrète était sa seule armure. Elle était femme de ménage au domaine depuis 2 ans, un emploi auquel elle s'accrochait avec une résignation silencieuse. C'était la seule chose qui maintenait à flot sa vie et celle de sa fille. Agnès était comme un fantôme dans les vastes couloirs, sa présence signalée seulement par l'éclat du bois ciré et le parfum du linge frais. Elle travaillait la tête baissée, ses pensées tournées vers sa fille, Clémentine. Clémentine, ou Clémy, comme l'appelait sa mère, avait 10 ans. Ses cheveux étaient blonds comme la soie pâle du maïs, et ses yeux d'un bleu profond et sérieux, comme un crépuscule d'été. Aujourd'hui, elle était une présence indésirable, quoique nécessaire, dans le rythme silencieux du domaine. L'école avait fermé à cause d'une canalisation rompue, et la voisine qui la gardait habituellement avait une urgence familiale. Agnès, sans autre option, avait supplié le majordome. Avec un lourd soupir, il avait accepté. La condition était simple et absolue. L'enfant devait être invisible.
Clémy était donc assise sur une petite chaise raide, dans un coin de l'immense salle à manger d'apparat. Sa mère l'y avait placée, avec un cahier de coloriage et un ordre chuchoté, être aussi immobile et silencieuse qu'une souris. La pièce elle-même était intimidante. Un lustre dégoulinant de cristal pendait tel une cascade gelée au-dessus d'une table assez longue pour accueillir un banquet royal. Des portraits d'ancêtres sévères des Vance fixaient la salle depuis les murs, leurs yeux peints semblant suivre le moindre de ses mouvements. Clem tenait les yeux sur son cahier, mais ses oreilles captaient tout. Elle entendait le ronronnement lointain de la climatisation, le cliquetis doux des couverts disposés et le murmure tendu de la conversation entre Guillaume et Delphine. Ils étaient assis à une extrémité de la longue table. Une vaste étendue d'acajou poli les séparait. Guillaume consultait une tablette, le front plissé de concentration. Delphine sirotait son thé, ses lèvres peintes laissant un croissant rouge parfait sur la porcelaine. « Tu ne m'écoutes même pas, Guillaume, » dit Delphine. Sa voix était légère, mais elle portait un tranchant qui fendait le silence. Guillaume ne leva pas les yeux. « J'écoute. Tu as dit que le gala caritatif a besoin d'un nouvel orateur principal. Je demanderai à mon assistant de passer un appel. » Son ton était désinvolte, son attention clairement happée à des kilomètres de là, sur les cours de la bourse et les fusions d'entreprises. « Ce n'est pas seulement une question d'orateur, » insista-t-elle, sa voix un peu plus forte. « C'est une question de nous. Nous sommes censés être les hôtes. Nous devons présenter un front uni. Les gens parlent. » Il leva enfin les yeux de sa tablette, le regard fatigué. Qu'il parle. Parler n'affecte pas les résultats financiers. Delphine reposa sa tasse avec un petit claquement volontaire. Tout affecte les résultats, chérie. Ton image, mon image, notre image. C'est toi qui me l'as appris. Son sourire était éblouissant, mais il n'atteignait pas ses yeux. Elle tendit la main à travers la table, ses doigts fins ornés de bagues étincelantes, et les posa sur la main de Guillaume. Ayons simplement un bon déjeuner. Pas de travail, juste nous. Guillaume grogna, un son qui n'était ni un accord ni un refus, et posa sa tablette. Il sembla alors rapetisser un peu, le puissant milliardaire momentanément remplacé par un vieil homme fatigué. Il regarda par la fenêtre, son regard perdu dans la vue immense qui s'étendait en contrebas. À ce moment-là, Agnès entra, poussant un chariot de service argenté. Elle avançait avec une grâce silencieuse et maîtrisée, ses yeux fixés sur sa tâche. Elle déposa devant Guillaume un bol de soupe fumante, dont l'arôme d'herbes et de bouillon riche emplit l'air. « Merci, Agnès, » dit Delphine d'un ton soudain chaleureux et gracieux. C'était la voix qu'elle réservait au personnel, une performance de gentillesse qui sonnait toujours un peu faux. Agnès hocha la tête, son expression impassible. « Je vous en prie, mademoiselle Moreau. » Elle jeta un rapide regard inquiet vers le coin où était assise Clem, un rappel silencieux à sa fille de rester invisible. Clem fit un minuscule signe de tête, presque imperceptible, ses yeux se baissant de nouveau vers son cahier de coloriage. Mais elle ne coloriait pas. Elle observait. Elle avait toujours été une observatrice. Son arrière-grand-père, le sergent Elias Hawke Hay, le lui avait appris. C'était un ancien combattant décoré, une légende locale dont les récits de courage et de vigilance étaient à base du monde de Clémy. Les batailles les plus importantes se gagnent en voyant ce que les autres ne voient pas. « Petit oiseau », lui disait-il de sa voix grave et basse, « reste silencieuse, reste alerte et fais confiance à ton instinct. Il ne ment jamais. » Son instinct se nouait maintenant. Quelque chose flottait dans l'air, une tension aussi épaisse et lourde que les rideaux de velours.
On la retrouvait dans le sourire de Delphine, qui n'était jamais vraiment sincère, et dans la profonde tristesse fatiguée des yeux de M. Vance. Guillaume prit sa cuillère, mais son téléphone vibra sur la table à côté de lui. Il soupira, agacé, et le prit. « Je croyais qu'on n'avait dit pas de travail », ronronna Delphine, sans réelle plainte dans la voix. « C'est important », marmonna-t-il, ses pouces glissant sur l'écran. Il tourna légèrement son corps, inclinant le téléphone pour plus de discrétion, tandis qu'il lisait un long courriel. Il était complètement absorbé, son monde réduit au rectangle lumineux dans sa main. Delphine l'observa longuement, son expression impénétrable. Ses yeux ressemblaient à des pierres polies. Puis elle jeta un coup d'œil rapide vers l'encadrement de la porte, s'assurant qu'aucun autre membre du personnel n'était présent. Son regard balaya la pièce et passa directement sur la petite fille immobile dans le coin, la considérant comme un simple meuble. C'était une erreur. Clem vit le changement. Elle vit la main parfaitement manucurée de Delphine glisser dans son sac à main chic, posé sur la chaise à côté d'elle. Le geste était fluide, naturel, presque distrait, mais les yeux de Clémie, entraînés par les histoires de son arrière-grand-père, ne manquèrent rien. Elle vit l'éclat du verre lorsque les doigts de Delphine se refermèrent sur un minuscule flacon, pas plus grand que son petit doigt. Il était d'un ambre sombre, du type de bouteille qui pouvait contenir des médicaments ou du parfum. D'un mouvement du pouce, elle l'ouvrit. Le geste était caché à Guillaume par l'énorme centre de table florale. Sa main plana une seconde au-dessus du bol de soupe. Clem retint son souffle. Elle regarda, son cœur commençant à battre contre sa cage thoracique comme un oiseau prisonnier. Delphine inclina la main. Quelques gouttes claires et huileuses tombèrent du flacon dans la soupe fumante. Elles disparurent aussitôt, sans laisser de traces, ni ondulation, ni odeur, comme si rien ne s'était produit. Delphine reboucha le flacon, le glissa dans son sac et joignit ses mains sur la table. Son attitude était l'image même de la patience sereine. Son expression n'avait pas changé. Elle arborait toujours ce doux sourire en attente. Clem sentit un froid glacé l'envahir. Cela commença dans son ventre et se propagea à ses membres, la laissant figée sur sa petite chaise. Son esprit s'affolait, essayant de donner un sens à ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas possible. Les gens ne faisaient pas ça. Pas dans la vraie vie. Pas dans une salle à manger baignée de soleil où flottait l'odeur du pain frais. C'était une chose qu'on voyait dans les films, dans les histoires sombres racontées tard le soir. Mais elle l'avait vu. Ses yeux ne l'avaient pas trompé. Le rapide coup d'œil, le petit flacon, les gouttes silencieuses tombant dans la soupe. Guillaume termina son courriel, le visage sombre. Il posa le téléphone avec un petit bruit sourd. « Problème avec le contrat de Singapour », dit-il, plus pour lui-même que pour Delphine. Il reprit sa cuillère, le bouillon riche tourbillonnant alors qu'il s'apprêtait à en prendre une bouchée. Delphine se pencha en avant, sa voix une douce caresse. « Oublie Singapour, mon amour, juste pour 1 heure. Laisse tomber. Mange ta soupe tant qu'elle est chaude. » Les mots étaient gentils. Son sourire était magnifique. Mais Clem ne vit que le mensonge. Elle vit le petit flacon. Elle vit les gouttes claires et huileuses. Elle entendit la voix de son arrière-grand-père résonner dans sa tête, aussi nette que s'il se tenait à côté d'elle. Le courage, petit oiseau, ce n'est pas de n'avoir peur de rien. C'est de faire ce qui est juste, surtout quand tu es morte de peur. Clémie était terrifiée. Son cœur battait comme un tambour, un rythme affolé cognant contre sa poitrine. Elle pensa à sa mère, au travail de sa mère, à leur minuscule appartement, à la honte et à la colère qui suivraient si elle provoquait un scandale. Elle était censée être invisible, une petite souris,
silencieuse et inaperçue. Accuser une femme comme Delphine Moreau, la fiancée de M. Vance, n'avait rien de discret. C'était une bombe. Cela détruirait tout. Guillaume leva la cuillère. Elle était déjà à mi-chemin de ses lèvres. L'argent brillait sous la lumière du lustre. La peur de Clem était une chose physique, une main serrant sa gorge. Mais sous cette peur se trouvait autre chose, quelque chose de plus fort. C'était l'écho de l'intégrité de son arrière-grand-père. La simple certitude inébranlable de ce qui est juste et de ce qui est faux. Elle ne pouvait pas laisser faire. Elle ne pouvait pas juste regarder et se taire. Le moment s'étira, semblant durer une éternité. Dans cette mince tranche de temps, Clémy fit un choix. Elle ne serait pas une souris. Elle serait un faucon. Elle se leva brusquement de sa chaise. Elle racla bruyamment contre le sol poli, un bruit choquant dans le silence caverneux. Elle fit 2 pas hésitants en avant, ses jambes semblant se mouvoir dans l'eau. Sa voix, quand elle sortit, n'était pas un murmure. C'était un cri brut, désespéré, qui déchira l'opulence tranquille de la pièce. « Ne mangez pas ça !» Toutes les têtes se tournèrent. Le monde calme et ordonné du domaine des Vance vola en éclats. Guillaume Vance se figea, sa cuillère suspendue à quelques centimètres de sa bouche. Ses yeux, grands ouverts de surprise, se verrouillèrent sur la petite fille blonde, debout au milieu de la salle. Delphine tourna la tête d'un coup sec, son visage un masque de fureur glaciale. Agnès, qui attendait en silence près de la porte de service, sentit le sang quitter son visage. L'univers sembla s'arrêter, retenir son souffle, attendre ce qui allait arriver. Guillaume abaissa lentement sa cuillère, son regard ne quittant jamais Clémy. Le silence qui suivit son cri était profond, plus lourd et plus suffocant que tout ce qui l'avait précédé. Il était chargé de choc, de confusion et d'une tension soudaine, terrifiante. Delphine fut la première à rompre ce silence. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» lança-t-elle. Sa voix, d'ordinaire si mélodieuse, était désormais assez tranchante pour couper le verre. C'était le son d'une reine dont l'autorité venait d'être défiée par une paysanne. Elle se redressa légèrement sur sa chaise, son corps raide d'indignation. « Qui est cet enfant? Agnès, sortez-la d'ici immédiatement. » Agnès se précipita, le visage masque de terreur. « Je suis tellement désolée, Monsieur Vance. » « Mademoiselle Moreau, si terriblement désolée, » balbutia-t-elle, les mains tremblantes en attrapant le bras de sa fille. « Clémentine, excuse-toi tout de suite. Qu'est-ce que cela signifie? » Mais Clem ne bougea pas. Elle tint bon, son petit corps tremblant, mais ses yeux fixés sur le milliardaire. Elle ignora la fureur de Delphine et la panique de sa mère. Son monde s'était réduit à une seule personne, le vieil homme tenant la cuillère. Il était le seul qui comptait. « Ne la mangez pas, » répéta-t-elle, la voix tremblante mais claire. « Elle a mis quelque chose dans votre nourriture. Je l'ai vu. » Un souffle collectif sembla résonner dans la pièce, bien qu'il ne vînt que d'Agnès. Delphine éclata d'un rire sec, incrédule. C'était un son cassant, hideux. « C'est absolument absurde. Guillaume, tu entends ça? La fille de la domestique est en train d'inventer une histoire. » Elle agita une main méprisante vers Clémy. Elle cherche probablement de l'attention, ou peut-être qu'elle veut un cadeau. Les mots étaient faits pour blesser, pour écarter, pour réduire Clémy à l'insignifiance. Mais le regard de la fillette ne vacilla pas, rivé sur Guillaume. Le visage du vieil homme était une étude en confusion. Il regarda l'enfant farouche et terrorisé, puis sa belle fiancée enragée, puis enfin le bol de soupe devant lui. Il paraissait parfaitement normal. Il sentait bon. « De quoi parle-t-elle, Delphine »
demanda Guillaume. Sa voix était calme, mais elle portait le poids indéniable du commandement. C'était la voix qui faisait taire les conseils d'administration. « Elle dit n'importe quoi !» claqua Delphine, son sang-froid commençant à se fissurer. « C'est une petite fille qui invente des histoires. »« Agnès, je vous avais dit qu'elle ne devait pas être ici. Voilà le résultat direct de votre incompétence. » Agnès tressaillit comme frappée. « Clémy, s'il te plaît, » murmura-t-elle, la voix étranglée par les larmes. « Allons-y, on part tout de suite. » Elle tira doucement sur le bras de sa fille. Mais Clémy resta enracinée sur place. « Je n'invente rien, » insista Clem, sa voix montant d'une urgence désespérée. « Je t'ai vu quand il était sur son téléphone. Tu as sorti un petit flacon de ton sac, un marron. Tu as mis des gouttes dans sa soupe. » Elle pointa un doigt tremblant vers le sac de Delphine, toujours posé sur la chaise voisine. « C'est là-dedans, dans ton sac. » Ce détail précis sembla frapper comme un coup physique. Le visage de Delphine, déjà rouge de colère, pâlit d'un ton. Pendant une fraction de seconde, une lueur de panique pure traversa ses traits avant d'être remplacée par une rage encore plus féroce. « Sale menteuse !» siffla-t-elle, faisant un pas vers Clémy. Son élégance avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et de venimeux. « Comment oses-tu m'accuser d'une monstruosité pareille? Tu n'es qu'une ordure, tout comme ta mère. »« Ça suffit, Delphine, » dit Guillaume d'une voix tranchante. Ses yeux se plissèrent, son expression resta illisible. Il ne regardait plus la soupe. Il étudiait sa fiancée. Lui aussi avait vu ce bref éclat de panique. Au cours de sa longue vie, il était devenu expert pour lire les gens et repérer les petits signes qui trahissaient de la vérité derrière un masque soigneusement construit. Il tourna de nouveau son regard vers Clem. « Comment t'appelles-tu, enfant ?» demanda-t-il, sa voix soudainement douce. « Clémentine Hay, monsieur. » « Clémentine » répéta-t-il lentement, testant le nom. « C'est une accusation très grave que tu portes. Tu comprends à quel point c'est sérieux? » Clémy hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, monsieur. Mon arrière-grand-père Hawke disait toujours, il disait que dire la vérité est le travail le plus difficile qui soit, mais qu'il faut le faire quoi qu'il arrive. » Un sourcil de Guillaume se haussa légèrement. « Ton arrière-grand-père, qui était-il? » « Le sergent Elias Hay, monsieur. Tout le monde l'appelait Hawke. Il a fait la guerre, » dit-elle d'une voix emplie d'une fierté tranquille. Le nom semblait avoir un poids pour Guillaume. Son expression changea, une lueur de reconnaissance traversant ses yeux fatigués. Depuis des décennies, il finançait des associations de vétérans. Il connaissait les noms des héros locaux. Elias Hawke Hay en faisait partie. Un homme d'un courage légendaire. Un homme dont la parole était sacrée. Et voici de son arrière-petite-fille. Cela changeait tout. Une fantaisie d'enfant était une chose. La parole d'une Hay en était une autre. « C'est ridicule », intervint Delphine d'une voix stridente. « Qu'est-ce qu'un soldat mort depuis longtemps a à voir avec ça? Guillaume, elle se joue de toi. Tu vas vraiment écouter une gamine des rues plutôt que moi? Ta fiancée? » Guillaume l'ignora. Il se pencha en avant, les coudes posés sur la grande table à manger. Il regarda Clémy, son regard intense, scrutateur. Il n'était pas dupe. Il avait été entouré de menteurs et de sycophantes toute sa vie. Il connaissait le regard de la cupidité, de la tromperie, de l'ambition. Il le voyait à présent, brûlant dans les yeux de Delphine. Mais dans le visage de l'enfant, il voyait tout autre chose. Il voyait la terreur. Oui, mais en dessous, il voyait une conviction têtue, inébranlable, le genre de conviction qu'on ne peut pas feindre. Il prit une décision. Il saisit le bol de soupe.
Sa main était ferme. Il le tint un moment, son pouce traçant le motif délicat sur le rebord. Delphine le regardait, retenant son souffle. Agnès le regardait, priant. Clémy le regardait, son petit cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir. Il ne porta pas la cuillère à ses lèvres. Au lieu de cela, il se tourna vers le majordome, apparu dans l'embrasure de la porte, attiré par le tumulte. « Pierre, » dit Guillaume d'une voix calme et ferme, « emportez ce bol à la cuisine. Que personne n'y touche. Scellez-le dans un récipient. Puis appelez le docteur Aubry. Dites-lui que j'ai une affaire urgente pour lui, qu'il apporte un kit de toxicologie. » Le visage de Delphine se décomposa. « Guillaume, non, tu ne peux pas être sérieux. Tu m'humilies. Tu crois la parole d'une enfant plutôt que la mienne. » Guillaume tourna enfin vers elle, son regard froid et scrutateur. « Elle m'a dit ce qu'elle a vu, Delphine. Maintenant, toi, dis-moi ce qu'il y a dans ton sac à main. » Ses yeux se posèrent sur le sac, un regard frénétique et acculé traversant son visage. « Mes affaires personnelles, vous n'en avez pas le droit, Pierre. »« Apportez-moi le sac, » dit Guillaume, sa voix tombant dans un calme glacé. Le majordome, le visage parfait masque de neutralité professionnelle, s'avança. Delphine arracha le sac, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier. « Non, restez loin de moi. C'est insensé. Je ne serai pas traitée comme une criminelle dans ma propre maison. »« Est-ce ta maison, Delphine ?» demanda doucement Guillaume, la question flottant dans l'air comme une sentence de mort. « Ou n'est-ce que la mienne ?» La pièce retomba dans le silence, les vérités inexprimées de leur relation mises à nu. Delphine se tenait là, belle et défiant encore, mais ses yeux étaient fous de désespoir. Elle regarda le visage implacable de Guillaume, puis l'enfant résolu qui avait fait s'écrouler son monde. Le masque était tombé. La comédie était terminée. Et dans le silence oppressant de la grande salle à manger, chacun attendait de voir ce qui se passerait lorsque la vérité éclaterait enfin au grand jour. Les doigts manucurés de Delphine se crispèrent sur son sac en cuir, ses jointures blanchissant. Elle le serrait contre elle, comme s'il contenait son dernier souffle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en halètements saccadés. L'air dans la pièce était électrique, chargé de la collision imminente entre vérité et mensonge. « J'ai dit non », répéta-t-elle d'une voix basse et tremblante. « Vous ne fouillerez pas dans mes affaires privées. C'est une violation. C'est monstrueux. » Guillaume Vance n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir ne résidait pas dans le volume, mais dans la certitude absolue de son commandement. Il regarda simplement Pierre, le majordome, qui se tenait immobile, comme une statue près de la porte. « Pierre, sécurisez le sac. Ne faites aucun mal à mademoiselle Moreau, mais ne la laissez pas quitter cette pièce avec. » Puis il tourna son regard vers un homme plus jeune, solidement bâti, vêtu d'un costume sobre, apparu dans l'autre embrasure, alerté par les éclats de voix. C'était Arthur, le chef de la sécurité personnelle de Guillaume. « Arthur, assurez-vous que les portes soient verrouillées. Personne n'entre ni ne sort de cette pièce tant que je ne l'ai pas dit. Est-ce clair? »« Parfaitement clair, monsieur Vance, » dit Arthur d'une voix grave et posée. Il hocha brièvement la tête et se retira, sa présence un mur silencieux et immuable. La réalité de sa situation commença à s'imposer à Delphine. Les domestiques ne l'aideraient pas. Son charme était inutile face à leur loyauté envers l'homme qui signait leur salaire. Elle était piégée. Ses yeux, grands ouverts et affolés, parcouraient la pièce à la recherche d'une issue, d'un allié, de n'importe quoi. Elle ne trouva que les visages sévères des ancêtres Vance dans leur cadre doré. Le majordome impassible, le garde du corps stoïque,
et le regard inébranlable du vieil homme qu'elle avait prévu de tuer. Et puis, il y avait l'enfant. Clémy se tenait près de sa mère, sa petite main agrippant maintenant le tablier d'Agnès. Elle ne pointait plus, elle ne criait plus. Elle observait simplement. Ses yeux bleus étaient emplis d'une gravité solennelle, déchirante. Elle était la cause de tout cela. Le minuscule grain de sable qui avait enrayé la machine parfaitement réglée de Delphine. « Guillaume, je t'en prie », tenta Delphine d'une nouvelle voix, adoucie, se brisant dans une vulnérabilité fabriquée. Elle fit un pas vers lui, tenant le sac à main comme une offrande désespérée. « Écoute-moi, réfléchis à ce que tu fais. Cette petite fille, elle est confuse. Peut-être qu'elle m'a vu sortir mon rouge à lèvres ou mes pastilles. Son imagination s'est emballée. Tu es en train de transformer un caprice d'enfant en catastrophe. » Elle essaya de faire venir des larmes, mais elles ne vinrent pas. Sa mise en scène échouait pour la première fois. Peut-être, concéda Guillaume, sa voix dangereusement lisse. Mais une fantaisie se réfute facilement. Si ton sac ne contient que du rouge à lèvres et des pastilles, Delphine, alors tu n'as rien à craindre. Laisse Pierre le voir. Qu'on le voie tous. Nous pourrons rire de ce malentendu et je m'excuserai personnellement pour le trouble que je t'ai causé. C'était un piège parfaitement tendu, et elle venait d'y tomber. Il n'y avait pas d'issue. Refuser, c'était être coupable. Accepter, c'était être fini. Échec et mat. Sa façade soigneusement construite se brisa enfin, non pas en larmes, mais en une rage venimeuse et crachée. « Vieux fou !» hurla-t-elle, le son résonnant sous les hauts plafonds. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Je t'ai soutenu. J'ai décoré tes maisons vides. J'ai souri à tes partenaires d'affaires ennuyeux. Je t'ai redonné l'air vivant. Et voilà comment tu me remercies. Tu crois une moins que rien, la fille d'une domestique, plutôt que moi. La domestique a un nom, dit Guillaume, sa voix tombant presque au chuchotement. Et pourtant, elle portait plus de menaces que ses cris. Elle s'appelle Agnès Hay, et sa fille s'appelle Clémentine. Et oui, à cet instant, je la crois. Il hocha la tête une fois vers Pierre. Le majordome se mit à marcher lentement, délibérément vers Delphine. C'était un homme âgé, mais il avançait avec une confiance tranquille. Delphine recula, les yeux fous. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que son dos heurte les lourds rideaux de velours d'une fenêtre. Elle était acculée. Dans un dernier sanglot de fureur désespérée, elle fit l'impensable. Elle lança le sac, non pas vers Pierre, non pas vers Guillaume, mais vers la grande cheminée de pierre à l'autre bout de la salle. C'était une ultime tentative de détruire l'épreuve. Mais Arthur, le chef de la sécurité, fut plus rapide. Il bougea avec une vitesse surprenante pour un homme de sa carrure, interceptant le sac en plein vol avec la grâce d'un athlète. Il le coinça sous son bras et retourna à son poste près de la porte, son expression inchangée. L'ensemble de la scène avait duré moins de 3 secondes. Delphine s'affaissa contre les rideaux, vaincue. Toute sa combativité sembla s'échapper, ne laissant qu'une coquille vide, tremblante. Elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Sa belle robe chiffonnée autour d'elle, son visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots discrets, saccadés, furent le seul son de la pièce. Agnès passa un bras protecteur autour de Clémy, la serrant contre elle. Elle voulait protéger sa fille de cette scène laide, du poison brut que la vérité avait déversé. Mais Clem continuait d'observer, non pas avec triomphe, mais avec une profonde tristesse. C'était le prix à payer pour faire ce qui est juste. C'était sale, c'était douloureux. Cela brisait des gens. L'horloge comtoise du hall sonna l'heure.
Chaque coup résonna comme un coup de marteau dans le silence tendu. 10 minutes plus tard, qui semblèrent une éternité, Pierre réapparut dans l'embrasure. « Docteur Aubry est là, monsieur. »« Faites-le entrer, » ordonna Guillaume. Le docteur Marc Aubry était un homme d'une 50aine d'années, avec une barbe soignée poivre et sel et une allure calme et rassurante. Il portait une petite mallette professionnelle. Il était le médecin personnel de Guillaume Vance depuis plus de 20 ans, un homme d'une immense discrétion et loyauté. Ses yeux saisirent la scène en un instant. Delphine effondrée au sol. Le garde de sécurité à la porte. La domestique au visage livide et son enfant. Et Guillaume, paraissant plus vieux et plus las que jamais. « Guillaume, » dit le docteur Aubry d'une voix posée. « Pierre m'a dit que c'était urgent. »« Ça l'est, Marc, » répondit Guillaume en désignant le chariot de service, où reposait encore le bol de soupe couvert. « J'ai des raisons de croire que cette nourriture a été trafiquée. J'ai besoin que tu la testes. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'elle contient. » Le médecin hocha la tête, le visage sombre. « Je comprends. » Il ouvrit sa mallette, qui contenait divers récipients stériles, écouvillons et fioles d'analyse. Il travailla avec une efficacité silencieuse, prélevant un échantillon de soupe dans une seringue et le transférant dans un petit tube scellé. « Ceci sera un test préliminaire, » expliqua-t-il, sa voix s'adressant à Guillaume, mais assez forte pour que tous entendent. « Je peux dépister les toxines courantes, les sédatifs et quelques autres substances désagréables directement ici. Cela prendra environ 15 à 20 minutes. Une analyse complète en laboratoire prendrait plus longtemps. » « Bien sûr, le test préliminaire suffira pour l'instant, » dit Guillaume. Tandis que le docteur Aubry s'affairait, Guillaume reporta son attention sur sa fiancée. Elle était toujours au sol, mais elle ne pleurait plus. Elle regardait le médecin avec une sorte de résignation morte. « Pourquoi, Delphine ?» demanda Guillaume, sa voix lourde d'une réelle curiosité douloureuse. « Était-ce l'argent? Tu en avais assez d'attendre que je meure? » Elle releva la tête, son visage strié de larmes, son maquillage brouillé. Le masque de perfection avait disparu, révélant une femme amère et usée. « Attendre » ricana-t-elle d'un rire creux, brisé. « Tu ne mourrais pas. Tu es aussi obstiné que la montagne sur laquelle cette maison s'est bâtie. » Chaque année, les médecins te donnaient un certificat de parfaite santé. Tu allais vivre éternellement. Et moi, j'allais vieillir. Ma beauté allait s'éteindre. Ma valeur allait diminuer. Je me serais retrouvé avec rien, si ce n'est les souvenirs fanés d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. « Alors, tu as pensé accélérer les choses ?» dit Guillaume d'une voix plate. « Je l'ai mérité » chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'une conviction glaçante. J'ai mérité chaque centime. Les nuits solitaires, les soirées ennuyeuses, faire semblant de m'intéresser à tes vieux livres poussiéreux et à tes discours sans fin sur ton héritage. J'étais un actif commercial, Guillaume, une belle œuvre d'art que tu avais acquise pour embellir tes dernières années. Je ne faisais qu'encaisser mon investissement. La froideur transactionnelle de ces mots sembla frapper Guillaume plus fort que l'accusation initiale. Il s'affaissa dans son fauteuil, tout le poids de ses 74 ans l'écrasant. Il savait que leur relation n'avait jamais été une grande histoire d'amour, mais il croyait qu'il y avait au moins une affection, un respect. Entendre sa vie, son existence même, réduite à un calcul financier par la femme qui partageait son lit, était une trahison si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Il regarda Clem, encore à moitié cachée derrière sa mère. Cet enfant, cette étrangère, lui avait montré plus de loyauté en 5 minutes que la femme qu'il allait épouser ne lui en avait montré en 5 ans. Il fit signe à Agnès d'amener Clémy plus près de la table. Hésitante, Agnès conduisit sa fille jusqu'à lui.
Guillaume fixa Clémy, ses yeux s'adoucissant. « Tu as été très courageuse, Clémentine, dit-il, sa voix basse et sincère. Je veux que tu saches que ce que tu as fait demande un courage que la plupart des adultes n'ont pas. » Clémy baissa les yeux vers ses chaussures. « J'avais peur, marmonna-t-elle. »« Je sais, répondit-il. C'est ça qui fait le courage. » Il marqua une pause, l'étudiant. « Ton arrière-grand-père, le sergent Hoy, il serait très fier de toi aujourd'hui. » Un petit sourire humide effleura les lèvres de Clem. C'était tout ce qu'elle avait voulu, faire quelque chose qui rendrait son arrière-grand-père Hawk fier. Le docteur Aubry s'éclaircit la gorge, attirant leur attention. Il tenait une petite bandelette de test qu'il venait de tremper dans l'échantillon. Une ligne bleue distincte y était apparue. Son visage était grave. « Guillaume, dit-il doucement. C'est positif. Le test préliminaire révèle une forte présence d'un cardiotoxique dérivé de la digitale et à dose concentrée de ce que je vois. En clair, Marc, demanda Guillaume, la voix lasse. C'est un poison extrait de la plante digitale. À faible dose médicale contrôlée, il peut traiter certaines affections cardiaques. À une dose comme celle-ci, il aurait provoqué une crise cardiaque massive et indétectable en moins d'1 heure. On aurait attribué ça à ton âge et à ton mode de vie stressant. Cela aurait été vu comme une tragédie. Personne n'aurait soupçonné quoi que ce soit. L'explication clinique s'abattit sur la pièce, froide et terrifiante. Delphine laissa échapper un sanglot étranglé. C'était réel. Tout était réel. Guillaume Vance fixa le bol de soupe, puis la femme qu'il avait failli épouser, et enfin la petite fille qui venait sans l'ombre d'un doute de lui sauver la vie. Sa mâchoire, jusque-là crispée de colère et de suspicion, s'affaissa légèrement, relâchée par une vague glaciale de réalisation et un flot inattendu, bouleversant, de gratitude. Le monde qu'il croyait connaître avait été un mensonge, et la vérité lui avait été apportée par le messager le plus improbable. Les mots du médecin retombèrent sur la pièce comme une fine poussière, recouvrant tout d'une réalité sombre et indéniable. Une crise cardiaque massive et indétectable. L'expression résonna dans le silence, témoignage de la froideur calculée de la trahison. Guillaume Vance fixa la petite bandelette de test dans la main du docteur Aubry, comme si c'était un verdict rendu par un juge au gibet. La fine ligne bleue était la seule chose qui le séparait de la tombe. Il leva les yeux vers Delphine. Elle n'était plus une femme belle et désirable. Elle était une étrangère, un prédateur qui avait vécu entre ses murs, lui souriant à travers la table tout en préparant sa mort. Le sentiment de violation était absolu. Ce n'était pas seulement une attaque contre sa vie, mais contre son jugement, son héritage, toute sa perception du monde. Lui, Guillaume Vance, l'homme capable de lire un bilan comptable ou un rival d'affaires avec une précision implacable, avait été totalement aveugle. Il ressentit une fatigue soudaine, profonde, un épuisement jusque dans les os. Il avait bâti un empire pour se protéger, pour s'isoler des aléas du monde. Et pourtant, la plus grande menace n'était pas venue d'un rider financier ni d'un krach boursier. Elle était venue de son propre foyer, enveloppé de soie et parfumé d'essences coûteuses. Il se tourna vers Arthur, son chef de la sécurité. Sa voix, quand il parla, était dépourvue de toute émotion. C'était le ton plat, détaché, qu'il utilisait pour fermer une usine ou liquider un actif défaillant. « Arthur, dit-il, raccompagnez mademoiselle Moreau hors de cette propriété. Elle ne partira qu'avec les vêtements qu'elle porte. Ses affaires seront emballées et envoyées à l'adresse qu'elle vous indiquera. Après son départ, je veux que toutes les serrures soient changées. Je veux que ses codes d'accès soient révoqués. Je veux que son nom soit retiré de tous les comptes et de toutes les listes d'invités. À partir de cet instant,
Elle ne remettra jamais les pieds sur cette propriété. Il fit une pause, ses yeux se verrouillant une dernière fois avec ceux de Delphine. « Et Arthur, appelle la police. Dis-leur de vous attendre au portail. Je veux porter plainte. » Tentative de meurtre. La finalité de ces mots était absolue. Delphine laissa échapper un son étranglé, désespéré. « Non, Guillaume, tu ne peux pas. Pense au scandale, à la presse. Cela détruira ta réputation. » Une lueur, peut-être la dernière braise de son ancien moi impitoyable, brilla dans les yeux de Guillaume. « Ma réputation a survécu à pire que toi, Delphine. La tienne, je crains que non. » Arthur et un autre garde s'avancèrent. Ils ne la touchèrent pas, mais leur présence était un ordre indéniable. Delphine se releva en trébuchant, sa dignité envolée. « Tu le regretteras, vieil homme !» hurla-t-elle, la voix éraillée de haine. « Je dirais que tu es sénile. Je dirais que tout ceci est un coup monté. Personne ne croira la parole d'une gamine de domestique plutôt que la mienne. » Mais ces menaces étaient recreuses, et elle le savait. La preuve se trouvait dans le bol scellé. La preuve était dans le flacon, qu'Arthur avait saisi dans son sac à main. Elle était finie. Alors que les gardes l'encadraient et la guidaient vers la porte, elle jeta un dernier regard venimeux à la petite fille, l'architecte de sa chute. C'était un regard de haine pure, sans filtre. Clémie se blottit instinctivement contre sa mère, puis elle disparut. La lourde porte de la salle à manger se referma derrière elle, et la tension suffocante de la pièce sembla se dissiper, remplacée par un calme profond et troublant. C'était le silence de l'après-coup, le silence après la tempête, laissant derrière elle la dévastation. Le docteur Aubry commença à ranger sa mallette. « J'emmènerai ces échantillons au laboratoire pour une analyse complète, et je préparerai un rapport officiel, Guillaume. La police en aura besoin. »« Merci, Marc, » dit Guillaume, la voix encore lointaine. « Envoie la facture à mon bureau. » Le médecin hocha la tête, adressa un bref regard compatissant à son vieil ami, puis quitta la pièce, laissant Guillaume seul avec Agnès et Clémie. Tous trois restèrent dans la vaste salle opulente, un trio étrange et improbable, réuni par un crime. Les restes du déjeuner interrompu reposaient encore sur la table, comme des artefacts d'une autre époque. Le cœur d'Agnès battait toujours la chamade dans sa poitrine. Elle était étourdie d'un mélange de soulagement, de peur et d'incrédulité totale. Un instant, elle craignait de perdre son emploi. L'instant d'après, elle était témoin d'une tentative de meurtre. Son monde venait de basculer. Elle regarda sa fille, qui fixait M. Vance de ses grands yeux incertains. Que leur arriverait-il maintenant? Guillaume sembla lire dans ses pensées. Il fit un geste vers les chaises de la table. « Asseyez-vous, » dit-il, sa voix désormais douce, lourde de fatigue. « Asseyez-vous toutes les deux. » Hésitante, comme si elle enfreignait une règle sacrée, Agnès s'assit au bord d'une chaise richement capitonnée. Clémie grimpa à côté d'elle, ses petites jambes pendant bien au-dessus du sol. Elle semblait totalement déplacée dans ce décor grandiose. Guillaume posa ses coudes sur la table, joignant ses doigts devant son visage. Il semblait rassembler ses pensées, cherchant les mots pour une situation qui n'avait aucun protocole. « Agnès, » commença-t-il d'une voix basse, « je ne peux pas exprimer, il n'y a pas de mots. Votre fille, elle m'a sauvé la vie aujourd'hui. Je lui dois une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. » Agnès secoua la tête, retrouvant enfin sa voix. « Elle n'a fait que ce qui est juste, monsieur Vance. C'est tout. Nous ne voulons rien. » Elle était terrifiée qu'il pense qu'elle soit, comme Delphine, en quête d'une transaction, d'un paiement. « Je sais que non, » dit-il avec un léger sourire triste. « C'est pour cela que je dois insister. » Il se tourna vers Clémie, son regard direct et sérieux. « Clémentine,
Tu as dit que ton arrière-grand-père était le sergent Elias Hawk Hay? Clémy hocha la tête. Oui, monsieur. Je le connaissais de réputation, répondit Guillaume, un ton de respect dans la voix. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais je connaissais son nom. Il faisait partie de la 101e division aéroportée, un héros à Bastogne. Il avait reçu la Silver Star pour sa bravoure. On disait qu'il avait les yeux les plus perçants de toute la division, qu'il pouvait repérer un nid de sniper à plus de 1000 mètres. Les yeux de Clem s'illuminèrent de fierté. Il me disait qu'il pouvait voir une puce sur le dos d'un chien depuis l'autre bout d'un champ, dit-elle avec une admiration enfantine. Guillaume laissa échapper un petit rire sec, rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis des années. Mais il était sincère. « Je le crois volontiers, dit-il. Il semble qu'il t'ait transmis ces yeux-là. » Il redevint sérieux. Il t'a aussi appris à être courageuse, à dire la vérité, même quand c'est la chose la plus difficile au monde. Ta mère et ton père doivent être très fiers de toi. À la mention de son père, une ombre passa sur le visage de Clem. Elle baissa les yeux vers ses genoux. Agnès posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. Son père, c'était aussi un soldat, Monsieur Vance, comme son grand-père. Il est décédé il y a quelques années. Un accident lors d'un exercice d'entraînement. L'information tomba doucement dans la pièce, ajoutant une nouvelle couche à cette journée. Cette petite fille courageuse, cet œil de faucon qui avait affronté un monstre en apparence magnifique, était la fille et l'arrière-petite-fille de héros français. Elle venait d'une lignée de courage. Ce n'était pas un hasard. C'était dans son sang. Guillaume ressentit une douleur dans sa poitrine, une émotion complexe qu'il ne put immédiatement nommer. Un mélange de chagrin pour sa perte et d'un profond, naissant sentiment de responsabilité. Il avait passé sa vie à bâtir un héritage de pierre et de verre, de marges bénéficiaires et de portefeuilles d'actions. Son propre fils, issu d'un mariage lointain, lui était étranger, un homme plus intéressé par son fonds fiduciaire que par l'empire qu'il devait hériter. Guillaume n'avait personne à qui transmettre ses valeurs, en grande partie parce qu'il avait passé si peu de temps à les cultiver. Son héritage n'était que de l'argent froid, dur, mais cet enfant, cette Clémentine Hay, elle était l'héritage vivant de ceux qui avaient placé le devoir, l'honneur et la vérité au-dessus de tout, et elle venait de lui rendre sa vie. « Je comprends », dit doucement Guillaume. Il regarda Agnès et pour la première fois, il la vit vraiment, non pas comme une employée en uniforme, un fantôme qui maintenait sa maison en ordre, mais comme une femme, une mère veuve travaillant dur, élevant seule une enfant remarquable, une femme de force tranquille et d'immense dignité. « Agnès, dit-il, son ton formel mais sincère. Vous et Clémentine n'habiterez plus dans votre petit appartement. À compter de maintenant, vous êtes mes invités ici, au domaine. L'aile des invités, avec sa propre cuisine et ses quartiers, sera à vous aussi longtemps que nécessaire. Vous ne manquerez de rien. » Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent de stupeur. « Monsieur Vance, non, nous ne pourrions pas, c'est trop. »« Ce n'est pas assez, » répondit-il, en levant la main pour interrompre ses protestations. « C'est le strict minimum. Vous devez être dans un endroit sûr. » Après ce qui s'est passé aujourd'hui, Delphine est vindicative. Je ne veux pas que vous soyez en danger, ni vous, ni votre fille. Mon équipe de sécurité veillera à votre protection ici. Puis il ajouta, « De plus, vous n'êtes plus femme de ménage, sauf si vous le souhaitez. Je crée un nouveau poste, intendante du domaine. Vous superviserez le personnel et le fonctionnement quotidien de cette maison. Le salaire sera bien supérieur à vos responsabilités actuelles. » Agnès resta sans voix. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Les larmes montèrent à ses yeux, des larmes de choc et de gratitude écrasantes.
Guillaume se tourna alors vers Clémie, qui avait écouté l'échange avec la curiosité simple et droite d'une enfant. « Et toi, jeune demoiselle, dit-il, une chaleur retrouvant enfin sa voix. La Fondation Vance dispose d'un programme de bourse pour les élèves exceptionnels. Il couvre tout. École privée, cours particuliers, université, tout ce que tu voudras étudier, partout où tu voudras aller. Je t'accorde personnellement une bourse complète à partir d'aujourd'hui. Ton avenir scolaire est assuré, Clémentine. Tu n'as qu'à continuer d'être cette enfant intelligente, observatrice et courageuse que tu es déjà. » Il se renversa dans son fauteuil, un sentiment de justesse s'installant en lui. Un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Il avait passé la dernière décennie entouré de gens qui voulèrent quelque chose de lui. Son argent, son nom, son pouvoir. Delphine en avait été l'apothéose, le parasite ultime. Mais cette mère et cet enfant ne voulaient rien. Et c'est pourquoi il leur donnerait tout. Ce n'était pas une transaction. C'était un rétablissement de l'équilibre. C'était la justice. C'était le début d'un nouveau chapitre dans la longue et solitaire histoire de Guillaume Vance. Le roi d'un château froid et vide venait d'être sauvé par une petite fille avec les yeux de son arrière-grand-père. Et ce faisant, elle avait ouvert une porte dans son cœur qu'il croyait verrouillée à jamais. Le poids des paroles de Guillaume tomba sur Agnès, non pas comme un fardeau, mais comme une bouée de sauvetage qu'elle n'aurait jamais osé espérer. L'aile des invités, le poste d'intendante, la bourse complète. Ces offres étaient si immenses, si loin de tout ce qu'elle aurait pu imaginer pour elle et sa fille, qu'elles semblaient irréelles. Elle regarda la vaste salle à manger, les portraits sévères sur les murs, le lustre de cristal qui scintillait comme une galaxie de glace, et sentit un vertige la saisir. Ce n'était pas son monde. Elle et Clémie n'étaient là que de petites gens ordinaires. Elles n'avaient pas leur place ici. « Monsieur Vance, je ne suis qu'une domestique, » dit-elle, la voix à peine un souffle, comme pour se rappeler à elle-même et à lui sa condition. « Je ne sais pas comment être intendante, ni vivre ici. Ce ne serait pas juste. Nous ne pouvons pas accepter une telle charité. » Son refus naissait non pas de l'orgueil, mais d'une humilité profondément ancrée. Elle avait été élevée à gagner sa vie, à baisser la tête, à ne jamais être un poids. Ce niveau de générosité ressemblait à une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser, et l'idée l'effrayait. Guillaume la regarda, et son expression fut empreinte d'une profonde compréhension. Il vit la peur dans ses yeux, l'inquiétude que tout cela soit trop beau pour être vrai, qu'il y ait des conditions cachées. « Agnès, » dit-il, sa voix imprégnée d'une autorité douce mais ferme. « Ce n'est pas de la charité. La charité, c'est donner ce qui est de trop. Ce que j'offre n'est qu'une fraction de ce que votre fille m'a donné. Elle m'a donné ma vie. Elle m'a rendu mon avenir. Laissez-moi lui en donner un en retour. Quant au poste, ajouta-t-il avec un léger sourire, je vous observe depuis 2 ans. Vous êtes efficace, vous êtes attentive et vous imposez le respect du personnel sans jamais élever la voix. Vous connaissez cette maison et ses rythmes mieux que quiconque. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour la gérer. » Il ne lui offrait pas seulement un emploi. Il lui disait qu'il voyait sa valeur. Pendant des années, Agnès s'était sentie invisible. Une paire de mains silencieuses évoluant dans l'arrière-plan de la vie des autres. Être vue, vraiment vue, était un cadeau plus profond que n'importe quelle somme d'argent. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin, traçant des sillons silencieux sur ses joues. Elle hocha la tête, incapable de parler. Le simple geste suffisait à exprimer son acceptation, sa gratitude, son immense soulagement.
Clémy, qui avait suivi l'échange avec un sérieux enfantin, sembla comprendre le changement dans l'atmosphère. Elle glissa de sa chaise, marcha jusqu'au vieil homme et posa sa petite main sur son bras. Guillaume baissa les yeux, surpris par le geste. Sa main était chaude. C'était un geste simple, confiant, qui sembla l'ancrer, le tirer du froid abîme de trahison où il s'était tenu. « Merci de ne pas avoir mangé la soupe », dit-elle, sa voix petite mais claire. La pure simplicité de ces mots transperça la complexité de la journée. Guillaume sentit un véritable sourire se répandre sur son visage, atteignant ses yeux pour la première fois depuis ce qui lui semblait une décennie. « Non, Clémentine, » dit-il en posant sa grande main ridée sur la sienne. « Merci à toi de m'avoir dit de ne pas le faire. » Ce soir-là, Preston, le majordome, dont le maintien professionnel s'était teinté d'une chaleur nouvelle, conduisit Agnès et Clémy jusqu'à l'aile des invités. C'était un appartement indépendant à l'intérieur du manoir, plus vaste et plus luxueux que tout ce qu'elles avaient connu. Il y avait un salon spacieux avec des canapés moelleux, une cuisine moderne, remplie de provisions, et 2 grandes chambres, chacune avec sa propre salle de bain. Clémy courut dans ce qui allait devenir sa chambre et s'arrêta, les yeux écarquillés d'émerveillement. Le lit était 4 fois plus grand que celui de leur petit appartement, empilé d'oreillers moelleux. Une grande fenêtre donnait sur les jardins du domaine, désormais illuminés par de douces lampes. Il y avait un bureau pour les devoirs et une bibliothèque déjà garnie de classiques, de la littérature enfantine. Pour la première fois, elle aurait une chambre rien qu'à elle. Elle se tourna vers sa mère, un sourire de joie pure et absolue illuminant son visage. En voyant ce sourire, Agnès sentit ses dernières angoisses fondre. C'était réel. C'était en train d'arriver. Cette nuit-là, Agnès resta éveillée dans son propre lit confortable, écoutant le silence profond de la maison. C'était un silence différent de celui de leur petit appartement, toujours ponctué de sirènes, de voisins bruyants et du grondement de la circulation nocturne. Ici, c'était un calme profond, paisible, le son même de la sécurité. Elle pensa à Delphine, une femme qui avait eu tout cela et qui avait tenté d'échanger la vie d'un homme pour davantage encore. Elle ne comprenait pas. Tout ce qu'Agnès avait toujours voulu, c'était un endroit sûr où sa fille puisse poser la tête le soir. Et maintenant, à travers la journée la plus terrifiante de sa vie, elle l'avait obtenu. Elle ferma les yeux et murmura une prière de gratitude à son défunt mari et à son grand-père, dont les leçons de courage avaient résonné à travers les générations pour les sauver toutes deux. 6 semaines passèrent. L'automne peignit les feuilles des nombreux arbres du domaine en éclatantes teintes de rouge et d'or. Un nouveau rythme, plus calme, s'installa entre les murs du royaume des Vance. Le scandale de l'arrestation de Delphine Moreau avait été une tempête médiatique brève, mais intense. Comme elle l'avait menacé, ses avocats tentèrent de présenter Guillaume comme un vieil homme paranoïaque et vindicatif. Mais les preuves étaient irréfutables. Le flacon trouvé dans son sac, le rapport toxicologique, sa propre confession glaçante dans la salle à manger. Tout cela dressait le portrait d'une meurtrière au cœur froid. Son nom disparut peu à peu des pages mondaines, remplacé par les sombres colonnes de la rubrique judiciaire. La justice suivait son cours, lente mais certaine. Au sein du domaine, Agnès s'épanouissait dans son nouveau rôle. Elle gérait la maison avec la même grâce discrète et la même efficacité qu'auparavant. Mais désormais, elle avait l'autorité et la confiance totale de Guillaume. Le personnel, qui avait toujours détesté les manières hautaines de Delphine, répondit à son leadership juste et respectueux par une loyauté sans faille. La maison elle-même semblait respirer plus librement, se débarrassant de l'atmosphère glaciale et tendue qui l'avait enveloppée pendant des années. Clémy, quant à elle,
fut inscrite dans la plus prestigieuse école préparatoire de la ville. Elle était nerveuse au début, une petite fille d'école publique dans un monde de privilèges, mais son esprit vif et sa détermination silencieuse lui valurent rapidement le respect de ses enseignants. Guillaume insistait pour voir ses bulletins scolaires, qu'il lisait avec un grognement satisfait et un hochement de tête. Il avait fait un bon investissement. La véritable transformation, cependant, eut lieu chez Guillaume Vance lui-même. L'événement avait été un creuset, brûlant le cynisme et le détachement qu'il avait cultivé pendant des décennies. Il commença à travailler moins et à passer plus de temps chez lui. Il redécouvrit des parties de sa maison qu'il n'avait pas visitées depuis des années. La vaste bibliothèque, la serre, la salle de musique baignée de soleil. Mais il n'était pas seul dans cette redécouverte. Il avait une petite ombre blonde. Lui et Clémy développèrent une routine tacite et improbable. Après l'école, elle le retrouvait souvent dans la bibliothèque, une pièce qu'elle adorait. C'était une cathédrale de livres à 2 étages, avec des échelles roulantes et l'odeur réconfortante du vieux papier et du cuir. Guillaume lisait un dense journal économique, tandis que Clémy se pelotonnait dans un grand fauteuil avec un livre de son étagère, les pieds repliés sous elle. Il restait ainsi, assis dans un silence complice pendant des heures. Les seuls sons étaient le froissement des pages et le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Un après-midi, Guillaume posa son journal et la regarda. « Ton arrière-grand-père, dit-il, la surprenant en plein milieu de son monde littéraire. Raconte-moi une de ses histoires. » Le visage de Clémy s'illumina. « Il m'en a raconté plein, dit-elle. Il m'a parlé d'une fois, pendant la guerre, où ils étaient encerclés dans une forêt. Il faisait froid, si froid que les arbres craquaient. Ils n'avaient rien à manger et ils avaient peur. Mais chaque matin, grand-père Hawk grimpait dans l'arbre le plus haut qu'il trouvait, même sous les yeux de l'ennemi, juste pour voir le soleil se lever. Il disait que tant qu'ils voyaient le soleil, ils savaient qu'ils avaient un jour de plus pour se battre. Il disait « Tu dois trouver ton propre soleil à regarder, même quand tu es encerclé. » Guillaume resta silencieux un long moment, méditant sur la sagesse simple de cette histoire. Toute sa vie, il avait été entouré de concurrents, de flatteurs, de gens qui voulaient une part de lui. Il n'avait jamais pensé à chercher le soleil. C'était un homme sage, dit doucement Guillaume. Le courage ne consiste pas seulement à se battre, Clémentine. C'est trouver une raison de continuer à se battre. C'est trouver quelque chose en quoi croire. Quelques jours plus tard, Guillaume fit venir Agnès et Clémy dans son bureau officiel. C'était une pièce de bois sombre et de cuir lourd, un endroit où se concluaient des affaires de plusieurs milliards. Il se tenait devant un grand objet recouvert d'un drap de velours. « J'ai fait quelques recherches, dit-il, une excitation presque juvénile dans les yeux, à propos du sergent Hay. Avec l'aide d'un historien militaire, j'ai réussi à retrouver certaines choses. » Il retira le drap. Sur un piédestal fabriqué sur mesure, se trouvait une superbe vitrine en verre. À l'intérieur, immaculément conservé, un uniforme de soldat, l'écusson de la 101e division aéroportée Aigles Hurlants, toujours éclatant sur l'épaule. À côté reposait un drapeau français soigneusement plié, une médaille d'argent ternie mais fière, et une pile de journaux intimes reliés de cuir fané. Clem poussa un cri, les mains plaquées sur sa bouche. Les yeux d'Agnès se remplirent de larmes. « Ce sont ces journaux, » expliqua Guillaume, la voix nouée par l'émotion. « Il a consigné toute sa période de service. C'est l'histoire de votre famille. Elle vous appartient. » Il désigna ensuite un certificat encadré, à côté de la vitrine. Et voici la charte du nouveau centre de soutien aux anciens combattants, Sergent Élie Faucon, Aïe.
La Fondation Vance a financé intégralement une nouvelle structure au cœur de la ville pour fournir aide, accompagnement et logement aux anciens soldats sans abri. Son nom, son héritage de solidarité envers ses frères d'armes vivra. Agnès était bouleversée, incapable de parler. Clem avança lentement vers la vitrine, ses petits doigts effleurant délicatement le contour de la médaille à travers le verre. Elle sentait le poids de la vie de son arrière-grand-père, de son courage, présent dans la pièce. Elle leva les yeux vers Guillaume, ses prunelles bleues brillantes. « Il aurait aimé ça, dit-elle. Il se souciait toujours de ceux qui ne rentraient pas. »« Oui, » répondit Guillaume, ses propres yeux humides. « Je le sais. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois dans la grande salle à manger. Mais elle n'était plus un espace froid et imposant. La longue table avait été remplacée par une table ronde plus petite, et la pièce était remplie de conversations et de rires doux. Guillaume observait Clémie, tandis qu'elle bavardait d'un projet scientifique à sa nouvelle école. Il vit le sourire simple et sincère d'Agnès. Cette maison, pour la première fois, ressemblait à un foyer. Il comprit alors que Delphine, dans sa cupidité, avait eu à la fois raison et tort. Oui, il était un vieil homme obstiné, et il vivrait probablement encore très longtemps. Mais elle s'était trompée sur son héritage. Ce ne serait pas l'empire froid et dur de ses affaires. Son héritage se trouvait en face de lui. Il résidait dans l'avenir qu'il avait assuré à cette fillette remarquable et dans l'honneur qu'il avait rendu à son ancêtre héroïque. Il se trouvait dans l'acte simple et profond de sauver une vie, et ce faisant, de redécouvrir la sienne. La leçon était claire, gravée dans son cœur par la voix d'une enfant de 10 ans. La vraie richesse n'était pas la fortune accumulée, mais le courage inspiré. Elle ne résidait pas dans le nom gravé sur des gratte-ciel, mais dans celui honoré pour son intégrité. Au final, la plus grande acquisition de Guillaume Vance ne fut ni une entreprise ni un bâtiment, mais une famille trouvée dans les circonstances les plus inattendues. Une famille forgée non par le sang, mais par un cri lancé au-dessus d'un bol de soupe empoisonné. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. D'où nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Restez connectés pour plus d'histoires immersives.